m'avoir invité à venir chez vous et avoir même insisté pour que je vienne. Mais je dois avouer, je ne m'attendais pas à une telle mobilisation, à une organisation de si grande qualité. Je tiens à vous féliciter pour cette organisation réussie. Monsieur le nouveau coordinateur de Fédération Europe, je commencerai par rendre hommage à votre prédécesseur qui vient de vous passer le flambeau. Il a accompli un excellent travail. Et Babagali, secrétaire fédéral d'Italie, mérite nos félicitations. Militants, sympathisants de l'UFG, merci pour votre présence massive, disciplinée à ce meeting. Vous savez, l'UFG a un avantage et ce président a une fierté. D'abord, c'est celle d'être président de ce pays. La politique, c'est parfois le nombre. Mais nous avons les deux qui font d'un parti un grand parti. D'abord le nombre. Plus de la moitié des Guinéens fait confiance à son président. Mais nous avons des militants déterminés, dévoués et désintéressés. Ils dépensent leur temps, leur énergie et leur argent pour contribuer au rayonnement de l'UFG, pour soutenir le combat que mène notre parti, pour que notre pays, la Guinée, soit un pays où règne la justice, la prospérité, l'unité, l'équité. Ce combat est mal tenu parce que nous avons été discrédités, diffamés par nos adversaires. Notre ambition reste la même. C'est celle de construire une Guinée unie et prospère. Une Guinée capable de garantir l'égalité des droits et des chances à tous les fils du pays. Aujourd'hui, il y a des préjugés, des clivages, malheureusement, qui sont ancrés par la mauvaise foi souvent des dirigeants, mais aussi de d'autres acteurs politiques. Le tribalisme s'est développé dans notre pays. Nous avons dit très tôt que notre ambition, c'est de mettre fin à ces préjugés. On ne peut pas juger un homme par rapport à ce que sur ses ancêtres, quel que soit ses profils, on doit juger l'homme sur ses actes, sur son comportement. Et nous voulons construire une société où chaque citoyen est jugé non pas par rapport à l'ethnie ou au parti politique auquel il appartient, mais par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il fait. Dans ce cas, la compétition entre les citoyens devient saine. Les règles sont établies et connues de tous. Et chacun peut se débattre dans son secteur de son choix. Mais chacun est sûr qu'il ne sera pas victime d'injustice parce qu'il appartient à tel parti ou à telle ethnie. Je suis fier de trouver ici Tidiane Kouyaté. Il porte le nom de mon père. Mon père, à l'année, l'avait un ami sur lequel il logeait. Elle a dit Tidiane Kouyaté. Depuis son âme. C'est ça, c'est ce qu'il dit ici. C'était son meilleur ami, elle avait c'est là-bas qu'il a logé tout le temps. Même s'il a été invité à aller ici, non, il est resté fidèle, il a donné le nom de son fils à mon père qui est là. Aujourd'hui, la mission de l'UFG, c'est non seulement le développement, parce que Dieu m'a donné une expérience. J'aime toujours dire que si j'avais été installé en 2010, j'aurais un bilan comparable à Alassane Ouattara et à Macky au niveau de la construction des réseaux. Parce que je savais comment faire. Comme il a dit, si je m'installe à midi, je connais les besoins. Je sais où mobiliser les ressources.
J'ai pu, pendant que j'étais là, avec Dieu et la crédibilité, la confiance des partenaires, tous les projets que j'ai réalisés ont été financés à 100% par des bailleurs de fonds grâce à la crédibilité et mon acharnement à exécuter chaque projet dans le respect du budget et du délai contractuel. Donc vous commencez cette autoroute avec les échangeurs à Conakry, où on a eu énormément de problèmes, parce que la Banque mondiale s'y est opposée, la Banque islamique de développement s'y est opposée, mais on a considéré que c'était un défi à relever. Et l'autre fois, quand les mondiales s'en étaient en train de se demander, on n'a pas dormi des mois en train de faire le tour du monde pour mobiliser ce financement. Sur la route Kouroussa, Kankan, Kourémalé, le tronçon Kankan Kourémalé, on a exécuté le projet. Il est resté 16 millions de dollars qu'on a reversé parce qu'on ne les a pas utilisés. On a proposé de savoir, on a dit non. La confiance des bailleurs de fonds et la confiance du général Condé, pour moi, c'était des confiances à mériter. On a dit que je n'ai pas travaillé au Fouta. Peut-être. Mais la localisation des projets, c'est sur la case de critères objectifs. Je n'étais pas ministre d'une région, j'étais ministre de la République. Le président Blanc a compté m'a dit, je voulais être digne de sa confiance. Ne pas localiser le projet parce que c'est ma région, mais identifier les projets les plus rentables pour la collectivité nationale. On a fait la route Sérédus Récoré-Lola, le pont sur le Diani. Il y avait un pacte là-bas contraignant pour les usagers de la route. Ceux qui connaissent, connaissent. C'est difficile. Hein? Mais lorsque vous êtes vraiment difficile. Le pont sur la Fatala, c'est un projet, j'aime le dire, qui a eu des conséquences plutôt négatives pour la ville de Bofa. C'est pas pour Bofa. Bofa a perdu au point que j'ai demandé à l'Union européenne de financer un projet d'atténuation de l'impact négatif de la construction du pont sur la ville de Bofa. Parce qu'il y avait toute une économie qui se développait au bas, qui pouvait rester 3 ou 4 jours sans marcher. C'est comme sur le pont sur le Diani, des gens faisaient une semaine. Mais est-ce que c'était les gens de Koulé ou de Syrie? C'était les commerçants. C'était les transporteurs, c'était les passagers, c'était les chauffeurs qui venaient de les richesses. Qu'est-ce qu'on a fait le pont à la place du bas? Beaucoup ont souffert. Le commerce, puisque la forêt est la région la plus riche, le plan agricole, les gens achetaient l'huile de palme, le café, les bananes pour exporter vers le Sénégal, la Gambie. Ces commerçants se sont enrichis et construisent des maisons, souvent chez eux, dans leur village. L'impact, c'est tout le monde. Les producteurs de la forêt ont pu écouler à de meilleurs prix leur production. Ils ont été ainsi encouragés à produire davantage et à faire prospérer l'économie minière au profit des commerçants, des transporteurs et de tout le monde. Le pont Kouroussa Kankan, à Irikiri, le pont sur le Mes, 370 mètres. Le pont sur le Niger à Guéry-Bakaro, entre Kankan et Sibiri. C'est le plus long ouvrage de franchissement de la Guinée, 500 mètres. Et j'ai eu un diamantaire, ressortissant de Sibiri, qui m'a soutenu dès les premières heures. Il a été commissaire. Il a dit que ce n'est pas ce qu'il est sur les papiers, mais c'est ce petit qu'il a vu défiler ici. Lui, il est de Kankan, il va à Bamako, il revient, il va à Kankan, il revient, il va faire le marché à Kankan, il revient. Ici, c'est moi. Si je vais faire la politique, je n'ai pas fait ça dans ma région, il me soutient. Il a aidé il a aidé à installer le parti. Sur la base du bilan, il m'a jugé par rapport à ce qu'il m'a vu faire. Et je dis toujours, je ne vais pas confirmer ce que c'est lui a dit. J'avais, lorsque j'étais ministre de TP, élaboré un programme sectoriel de transport avec l'appui de l'Union européenne. L'objectif majeur, c'était de désenclaver toutes les préfectures de Guinée en 5 ans. Et si j'avais été installé en 2010, j'aurais réalisé le projet. C'est quoi ce que les grands tronçons qui sont concernés? C'est Yom, Zérékouré, Dela, Kérouani, 482 km. C'est Kindia, Télémélé, Gawa, 270 km.
c'est la BQB d'Ingiraï Sigri 403 km. Alors le reste, dès que ces axes sont construits, vous allez au Kodra Lilouma, vous faites 50 km, Taramba Lipoudia presque 50 km, et vous avez d'autres tronçons, la baie Gawal, qui fait beaucoup de kilomètres. Mais nous avions des projets interétats, la baie Mali qui dit, ça même l'étude technique de le dossier d'appel d'offres était élaboré. Bokekebo, Lola Danani. Et ensuite, on a fait le projet, la demande pour l'étude du projet, au donné Madiana Kankan. Au vent de Kissi, j'ai lancé ça. Et si j'étais élu, tous ces tronçons auraient été réalisés dans les 5 ans. D'autant puisqu'on a eu de l'argent qui n'était pas prévu. Rio Tinto a payé 700 millions de dollars. C'est la première fois que la Guinée a touché aussi un montant de 5. Le projet que je viens de citer, c'était environ 850 millions de dollars à l'époque. Et après, on a eu beaucoup d'argent avec les volants et tout ça. Si je dis je pouvais faire un bilan comparable, et non seulement l'étude de l'autoroute Conakry-Mamou aurait été réalisée, parce qu'on a déjà rédigé les termes de référence pour les années, parce que le trafic avec l'exploitation minière, ce trafic va justifier maintenant une autoroute entre Mamou et Conakry. Parce qu'à partir de Mamou, il y a maintenant, ça se disperse, une partie du trafic va à la forêt, l'autre en Guinée, et l'autre dans le Fouta central là-bas. Donc, ça, je sais ce qu'il faut. Mais le plus urgent, le plus important, j'ai écouté la présidente des femmes tout à l'heure, c'est l'éducation. Il faut que les jeunes guinéens aient droit à un enseignement de qualité. Je sais le handicap des jeunes qui n'ont compté que sur l'école guinéenne lorsqu'ils sont sortis. C'est des héros qui ont pu arracher les diplômes d'études supérieures. Parce que l'enseignement de base a été sacrifié par les multiples réformes qu'on a eues au nom de l'enseignement de masse contre la féminité. Mais ils sont tenus parce qu'ils sont intelligents, ils sont travailleurs. Il y a beaucoup qui ont acquis le diplôme malgré le handicap de l'enseignement de base. L'enseignement de base doit être essentiel. Et c'est pourquoi dans le programme de l'éducation, la priorité c'est l'enseignement. Mais vous ne pouvez pas développer des projets d'infrastructure, développer des projets dans le secteur de l'éducation et de la santé si vous n'avez pas une administration solide, débarrassée de la corruption, du racisme et du favoritisme. Il faut mettre les meilleurs au niveau des postes pour que vous puissiez avoir des services de qualité à offrir aux populations. Si vous avez une administration corrompue qui travaille sur la base du favoritisme, de la discrimination, de la médiocrité, naturellement, vos programmes ne pourront pas être, et bien sûr, exécutés dans les délais souhaités. Et c'est pourquoi on a dit l'éducation, secteur prioritaire, parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Mais également, il faut que l'administration soit tout de suite, qu'on mette fin à l'impunité, au laxisme et à la corruption, pour dire que les fonctionnaires doivent être le service public et dans le respect strict des droits et des règlements. Alors, ça c'est les projets. L'agriculture, où on a plus de 60% de la population. Je crois qu'il y a deux agricultures. Il y a l'agriculture paysan, le petit paysan. Abandonné des rues, sans formation, sans encadrement, sans engrais, sans plan sélectionné, sans semences sélectionnées, avec le dérèglement climatique, des terres qui sont devenues arides. Vous le savez, beaucoup de vous viennent du Fouta ici, ici le voilà. Mais, quand ça nous fait nous, on travaille toute l'année, les rendements sont faibles. On sait ce que les 15 anciens savent de quoi je parle, mais ceux qui sont nés à Paris ou grandi à Grenoble, ils ne savent pas de quoi je parle. Alors, ça c'est l'avenir. Et je sais que les Guinéens savent. Les Guinéens ont compris ce qu'on avait effrayé. En disant, attendez, si vous cherchez à instaurer une hégémonie, ils n'ont pas regardé le travail que j'ai fait. Je n'ai jamais discriminé les cadres. Ceux qui ont travaillé avec moi sont toujours avec moi. Parce qu'ils savaient que pour eux, c'est une chance pour la Guinée. L'arbitrage, je ne le fais pas sur la base de l'économie, sur la base de l'économie. J'ai toujours privilégié la Guinée, la collectivité nationale.
sans demander, je suis du Fouta ou du Sud, quel est le projet le plus rentable pour la collectivité nationale. Je me donne deux. Le procès de la Fatala. Au moment où on faisait l'étude, c'est 300 véhicules qui passaient par jour. Et lorsque vous aviez, le parc était en panne, en 3 jours, vous avez 1000 véhicules qui attendent. Imaginez le coût pour l'économie. 1000 véhicules qui attendent avec passagers et fret qui n'arrivent pas à destination et qui passent là-bas une semaine. Est-ce que c'était urgent? Alors vous prenez le pont entre Gadaoundou et Koubia, ou entre Kalinko et Tougué, sur le Koukutamba. C'est 3 véhicules par semaine à l'occasion du marché de Kalinko. Le pont sur Kalinko, c'est une chose, à Tougué, c'est dans ma région. Est-ce que je peux privilégier ça? Or, on n'a pas de ressources, on fixe les priorités. On va regarder l'impact sur l'économie et non sur l'impact sur quelques villages. Donc, le chef doit arbitrer, mais à ton âme et conscience. En tenant compte de l'intérêt de la vie, la collectivité nationale dans son ensemble. Alors, j'ai beaucoup parlé de ce que je vais faire et que j'aurais pu faire. Maintenant, quelle est la situation? Je sais que beaucoup de gens m'attendent. Celle en a parlé. Aujourd'hui, vous le savez. Le CNRD a annoncé qu'il fera de la justice sa boussole. Il va mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens, au dysfonctionnement des institutions. Certains pensent que c'est lui qui les a soutenus parce qu'il était contre Alpha, ou parce qu'on lui a rendu son passeport, celui de madame, on a libéré ses collaborateurs, ou on lui a rendu son siège et son bureau qui était occupé par l'armée depuis. Non, c'est le discours. Le discours qui m'avait rassuré. Elles vont organiser les élections et donner le pouvoir à celui que le peuple aura choisi. Qu'est-ce que ça? J'ai fait le tour du monde pour défendre ce coup d'État. J'ai discuté avec un chef d'État, le président de l'exercice. Alors on ne peut pas ne pas condamner le coup d'État. Il y en a un que vous n'avez pas condamné, le coup d'État constitutionnel. Ce coup d'État-là, c'est un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. J'étais content pour mon pays. Le droit des citoyens guinéens d'élire dans une élection équitable et crédible ses dirigeants au niveau local, au niveau législatif et au niveau national, au niveau de l'exécutif. Je dis enfin, la Guinée va avoir exercé pleinement ce droit de choisir ses dirigeants. C'est ça aussi la démocratie, c'est parti. C'est ça que j'ai appris. L'engagement. Après, le débat sur la durée de la transition est arrivé. Nous avons estimé que 15 mois étaient suffisants pour réunir toutes les conditions d'aller à une élection équitable. On nous a sollicité de faire des propositions, on a soumis ces propositions, on a justifié. Déjà, on a estimé, parce que tout le monde sait que s'il y a une élection, on peut gagner. On doit gagner. On a dit que non seulement les pressés, et que ceux qui ont pris le pouvoir risquent leur vie, et qu'il faut qu'ils s'en jouissent un peu. Enfin, c'est ce qu'on disait dans les coulisses. Ce n'était pas officiel, mais c'était ça. Nous sommes d'accord, nous sommes réalistes. Effectivement, on n'avait plus de moyens de contraindre Alpha à renoncer à son 3e mandat, pour lequel on a consenti nous et le sacrifice, nous tous. Et j'ai oublié au passage de féliciter pour la contribution exceptionnelle que nous avons apportée à cette lutte. Parce que nous sommes des démocrates convaincus. Ce n'était pas contre Alpha ou le RPG.
nous nous battions pour le respect de la parole de Dieu, parce que nous avons des valeurs morales. Lorsque tu t'engages, tu prêtes serment, on doit le respecter. Nous nous sommes mobilisés pour nous opposer à la violation du serment, à la violation de la Constitution. On a eu combien de morts? On a arrêté tous nos dirigeants. On a mis beaucoup sous contrôle judiciaire. Vous êtes mobilisés, vous avez apporté. Les familles de victimes ont été assistées. Les prisonniers ont été entretenus. Leurs avocats ont pu être bouillis. Essentiellement grâce à nos militants de l'extérieur. Je devais vous remercier pour votre contribution. Parce que on n'a pas une honte. C'est vrai, on a appelé nos militants à sortir. Certains ont été tués. Franchement, à bout portant, ils n'ont pas eu droit à la moindre enquête, à la moindre compassion de ceux qui dirigeaient avec eux. On était à côté du camion. On était là. Ceux qui ont bien de 14-15 ans, qui sont faits pour être enthousiastes de certains. Nous sommes attachés à nos valeurs africaines de solidarité avec les victimes de l'injustice, les victimes de l'arbitraire et de la violence injustifiée. Nous étions là avec une enveloppe, grâce à vous. Nos prisonniers, ils ont été aidés. Leurs familles, on était à côté. Parce que ça, c'est les valeurs morales. On se battait pour ces valeurs morales, pour que les serments soient respectés, pour que la Constitution soit respectée. La force avait, de façon provisoire, une deuxième de. Mais Dieu n'en dort pas. Aujourd'hui, la junte avait proposé 39 mois à partir du 5 septembre. Le CNT, pour montrer son indépendance, a dit 36 mois et a pris une résolution pour dire que la durée de la transition est fixée à 39 mois, à partir du 5 septembre. La CEDEAO vient, la junte négocie, non, c'est 24 mois. Et puis c'est nous qui fixons la date du départ de 24 mois. Ils ont dit c'est 1er janvier 2023. On a dit d'accord. On n'a pas participé à la discussion avec la CEDEAO, comme la CEDEAO semblait valider. On s'est incliné. Et voilà, nous sommes en 2024. Nous avions quand même dénoncé ce qu'ils ont appelé l'accord dynamique. On a écrit à la CEDEAO. On a dit que l'accord là, c'est un marché de vie. Vous ne pouvez pas réaliser les 10 points en 24 mois, quelle que soit la date du départ des 24 mois. Parce que ce qui s'est passé, la junte a voulu obtenir 10 points, sachant que s'il y a les deux recensements, le recensement général de la population et de l'habitat, il y en aura comme partie du programme, ils ont le prétexte de reporter régulièrement l'échéance parce qu'on ne peut pas réaliser ces deux opérations qui sont coûteuses, qui sont techniquement difficiles à réaliser, notamment vous savez, et qui sont lourdes, alors qu'il y avait un fichier consensuel. L'IFDG, on s'était battu pour exiger que notre fichier soit audité. On a obtenu ce audit par l'Union européenne, la francophonie et les Nations Unies, qui ont identifié les faiblesses du fichier et qui ont formulé des recommandations pour procéder aux corrections nécessaires. Ces recommandations ont été appliquées difficilement, mais appliquées quand même. On a un fichier de 5 300 000 électeurs qui sont allés se faire adorer en 2019 et 2020. Ils sont arrivés sur la base du même cahier de charge. Voilà, toutes les données biométriques sont là, dans ta numérique. Il s'agit d'ouvrir ce fichier, de faire ce qu'on appelle une révision de la liste électorale, ce qui se passe dans tous les pays du monde. Le Nigeria, c'est 220 millions d'habitants, 91 millions d'électeurs. Ils ont fait une révision du fichier. La RDC, c'est un continent avec des zones enclavées. Il faut des avions. Ils ont fait une révision du fichier.
La Guinée dit non, 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 on ne fait pas de révision parce que le fusil a été beaucoup critiqué, on doit recommencer à zéro. Sachant bien que les deux opérations qu'ils ont envisagées ne peuvent pas se faire même en 40 mois. Mais comme la CDA voulait 24 mois, on va donner 24 mois. Et donc accepter seulement le 10 points. On sait qu'on a des prétextes demain pour reporter parce qu'on ne peut pas aller aux élections sans fusil. Mais dès octobre 2022, au lendemain de la conclusion de l'accord, on a fait un mémo à l'interpellation, on a adressé au CDA pour dire que le travail qui a été fait n'est pas sincère, ils ne sont pas assurés de la cohérence entre le délai de 24 mois et les actions à mener durant les 24 mois, parce que c'est impossible. Et ça n'a pas tardé, nous sommes en 2023. On a commencé par nous dire que non, en 2024, on ne peut espérer que l'adoption de la Constitution. Mais comment aller au référendum si vous n'avez pas de fichier? Et on a dit que le fichier est généré par le RADEC. On a clairement dit dans le mémo qu'on a adressé le 1er novembre 2022. On a fait et qu'on a distribué à tous les partenaires techniques de GC. Dit que l'accord dynamique est un marché de vie. Et vous allez voir. Aujourd'hui, ils avaient promis eux-mêmes, disons 36 mois parce que le CNT a adopté le CNT, j'ai commencé presque par ça. Le CNT a adopté une résolution fixant la durée de la transition à 36 mois à partir du 5 septembre 2020. Ils ont dit qu'on ne fera pas un jour de plus, à plusieurs reprises. Nous disons pour deux raisons. Parce que nous voulons que la Guinée soit dirigée par des institutions légitimes, issues d'élections transparentes. Et parce que nous sommes attachés au respect des engagements et des fermes. Vous avez suivi, aujourd'hui, je n'ai pas parlé de la restriction des libertés, du musellement de la presse, parce qu'on veut faire taire toutes les voies dissonantes. Vous savez pourquoi la prière, que les juridictions d'exception créées par un pouvoir d'exception, je ne reviens pas là-dessus. Mais depuis que il ne restait pratiquement que la presse qui dénonçait la corruption, l'enrichissement illicite et effréné de l'élite dirigeante, avec des preuves, alors que la misère s'aggrave. Les Guinéens sont de plus en plus dans l'impossibilité de faire face à leur prochain. Ils ont décidé complètement de museler, de dissoudre pratiquement par le retrait des agréments aux médias pour organiser des débats sincères. Nous avons dit, nous n'acceptons pas. Nous avons déjà le fait que les serments, les engagements soient respectés. Il y a eu au cours une assemblée de plusieurs partis politiques, de coalitions de partis, des organisations de la société. Une déclaration a été publiée. Ils disent quoi? On va mettre ensemble nos énergies et nos intelligences pour contraindre le CNRD à respecter ces engagements. C'est dommage. Lorsque les officiers prennent ces engagements, lorsqu'ils font le serment de jurer sur la transition, la charte de la transition, et de mettre fin à une série de fléaux qui minaient le fonctionnement des institutions, la justice, et même la justice. Au début, ils ont eu une réunion, la justice a dit, vraiment, on était obligés. Nous sommes heureux qu'on nous dise qu'on va nous restituer notre indépendance. Mais aujourd'hui, si la même réunion s'organise, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes propos que ceux que nos magistrats vont tenir. Donc, dans cette déclaration, on a dit que s'il y a cette violation délibérée des serments, des engagements
pris vis-à-vis du peuple de Guinée, vis-à-vis pris de la communauté internationale à travers la CEDEAO, si la jeune ne respecte pas ses engagements, elle perd toute légitimité. Et les partis signataires ont décidé d'utiliser tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur le place public, pour amener le CNRD à respecter ses engagements. Ils ont dit plus d'une fois qu'ils ne feront pas un jour de plus à cette échéance. Je ne sais pas, je n'invente rien, vous savez ce qui se passe. Et aujourd'hui, la tendance, c'est de reporter au calendrier grec l'organisation de ces élections. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il faut qu'on vive dans une société où la parole doit être respectée, les contrats doivent être respectés. C'est ça aussi, c'est la fait partie des déficits dont souffre notre pays. Il faut qu'on se respecte, et qu'on respecte nos engagements. Et ça, malheureusement, avec le pouvoir, parfois, évidemment, souvent les hommes sont tentés de conserver le pouvoir par tous les moyens, quitte à renier les engagements pris et les contrats passés avec d'autres. Donc, il faut que vous soyez mobilisés. Le combat que nous menons, ce n'est pas pour un groupe particulier. C'est le président, vous savez, qu'on ne sera pas au service d'un groupe particulier. Non pas l'UFDG, sauf à ses valeurs. On sera au service de ses valeurs. Bâtir une démocratie apaisée, dans une société réconciliée avec elle, promouvoir le développement, l'égalité des droits et des chances pour tous les fils du pays. Et nous serons au service de tous les partis politiques, de toutes les entités, de toutes les catégories socio-professionnelles. On ne sera pas. Lorsqu'on aura la gestion de l'État, on ne sera pas au service de particulier. Parce que la Guinée souffre aussi de ça. Et nous allons, la réforme majeure que nous allons apporter, c'est d'être vraiment au service de la Guinée, de toute la Guinée, de toute cette collectivité nationale. Et on fera tout pour que, la réconciliation, il y a trop de préjugés, de haine, il y a trop de violence. On a un programme pour chaque problème. Et comme nous l'avons vécu, ça vaut l'expérience, bien entendu. Et que nous aimons la Guinée sincèrement, ce n'est pas un discours politique. Nous allons mettre les réformes nécessaires pour que les Guinéens vivent dans l'unité, dans la prospérité, puisque la Providence a donné à ce pays tout, sauf des leaderships capables de réconcilier, de promouvoir un développement pour la prospérité et l'unité de tout le monde. Aujourd'hui, je souffre de voir cette liberté de la presse. J'ai eu l'honneur, grâce au général Lansana qui me faisait confiance, de contribuer à la libéralisation des zones. C'était difficile. Nous étions une minorité dans le gouvernement. J'ai mis en place des commissions, les Kirdi Bangoura, à l'époque, qui étaient favorables. Je l'ai mis président de la commission. Et je suis allé voir le président une fois. Il faut qu'on libéralise. On dit non, non, c'est la radio des villes collines qu'on aura ici. La société est fragile. Il y a toujours des arguments. Je dis non, président. Aujourd'hui, on est fiers de notre presse. Malgré tout, moi je suis critiqué régulièrement à tort. Mais quand même, il y a un débat qui permet aujourd'hui aux Guinéens d'être informés et de pouvoir souvent prendre position en toute connaissance de cause. Ce n'est pas parce qu'on m'attaque. Moi, je suis fier d'avoir contribué à la libéralisation des zones. Il y a eu beaucoup de résistance. Ils sont vivants. Même les ministres qui étaient contre, ils étaient nombreux, plus nombreux que ceux qui militaient en faveur de la libéralisation des zones. J'étais Premier ministre. Je suis convaincu. Ceux qui avaient offert le président la liberté. Et il y a beaucoup de ministres. Ils sont tous vivants presque. Ils savent la bataille que j'ai menée personnellement pour contribuer à cette libération. C'est une chose que je vois. L'étape plus importante, aller en fumée. Je suis vraiment déçu. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer de nouveau ma solidarité avec les travailleurs des médias fermés. Parce qu'au-delà de la liberté d'informer, de la liberté de la presse, il y a des familles, des employés de ces médias. Des gens, des familles qui ont des enfants qui vont à l'école, payer les frais de scolarité, il faut qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils sont privés de revenus.
C'est une catastrophe dans un pays où les emplois sont rares, où le chômage est devenu une calamité. Des emplois qui existaient sont détruits simplement parce qu'on ne veut pas qu'on critique ceux qui sont autour. On ne veut pas qu'on critique la mauvaise gouvernance qui existe, qui est réelle. On ne veut pas qu'il y ait des débats sur le report de la transition. Le report est du retour à l'ordre constitutionnel. Le report au calendrier, hélas, parce qu'il n'y a plus de visibilité. Et l'UFDG, nous serons là encore pour nos parts, pour exiger avec les forces pro-démocratie qui sont nombreuses, heureusement. Et on va le faire. On ne peut pas vivre dans ce régime d'exception indéfinie. Ce n'est pas possible. Et il faut que les valeurs morales soient respectées. Lorsqu'on a promis, on doit respecter sa parole. On doit respecter le contrat qu'on a signé. Et c'est ça, c'est un défi que le peuple guinéen relèvera. C'est le lieu pour moi de féliciter les syndicalistes qui ont exprimé clairement leur solidarité avec les médias dont les agréments ont été retirés et qui ont exigé que leur soit restitué leur agrément. L'UFDG, l'ANAT et les forces dont nous sommes membres, nous soutiendrons les syndicats dans cette prise de position. Parce que c'est le droit que sont en train de défendre, c'est la liberté de la presse, le droit à l'information de nos compatriotes. Ça fait partie de nos droits et libertés. Nous devons défendre les droits et libertés de choisir nos dirigeants. Et ça aussi, ils ne veulent plus que les Guinéens choisissent leurs dirigeants. C'est clair et c'est net. Donc, préparez-vous encore au combat parce qu'on ne lâchera pas. Nous nous battons pour les valeurs, nous nous battons pour que les Guinéens puissent choisir leurs dirigeants et que la liberté de la presse soit exercée pleinement et entièrement par, naturellement, ceux qui veulent faire ce métier. Voilà, les journalistes. Nous sommes vraiment solidaires de ceux qui veulent aller. C'est injuste, c'est illégal. C'est juste pour faire perdurer leur pouvoir et la possibilité qu'ils se donnent de gérer le pays comme ils veulent, en dehors de toute légalité, puisqu'ils ne sont pas élus. Ils ont pris le pouvoir par des armes, ils ont caporalisé la justice et ils ont instrumentalisé les forces de défense et de sécurité et ils pensent que ça suffit pour rester au pouvoir. Ils se trompent. Le peuple est là, le peuple sera vigilant et le peuple se battra pour exiger le respect. Merci. Je dis c'est que le demain, si je suis élu à midi, à 15h, je sais ce qu'il faut faire. Je connais les noms. J'étais là pour faire. D'abord, ce qu'on a subi. Quel que soit le statut qu'on nous fait, nous faisons à cette année. Aucun Guinéen ne subit ça. On a subi l'injustice, les exactions, la discrimination. Nous ne voulons pas que notre Guinée souffre. Lorsque nous prendrons la direction du pays, souffre de ces injustices. Nous verrons à ce que, véritablement, que les droits et libertés de chaque citoyen soient respectés. Et que vous, ceux qui sont là, qui ont vécu dans des pays où la sécurité est assurée, parce que vous êtes là avec dans un état de droit. Ceux qui veulent rentrer, rentreront. Certes, aujourd'hui, une bonne partie des Guinéens vont mettre en place des mécanismes aider ceux qui veulent revenir. Des mécanismes que l'État financera pour faciliter le retour de la diaspora en Guinée. Le pays s'est vidé ces derniers temps. Depuis, on m'a appelé l'autre fois, New York. On m'a dit par le Nicaragua. J'étais arrivé à New York près de 400 jeunes au mois d'août passé. Il y a 172 qui dormaient à la mosquée de bronze. Ils avaient l'habitude de les accueillir et de les aider. Mais ils n'avaient plus les capacités d'accueillir tous ceux qui venaient. J'ai des projets, j'ai des initiatives que la jeune a prises, parce que je suis juste, pour obliger les sociétés à transformer notre bauxite. J'ai critiqué longtemps Alpha pour avoir désengagé, libéré des compagnies auxquelles on avait de nouveaux agréments parce qu'ils s'étaient engagés à construire des usines d'avenir.
La petite usine de Fria, c'est une petite usine d'aluminium qui transformait 200 millions, 2 millions de tonnes. Mais pour transformer 2 millions de tonnes de bauxite, vous aviez 3200 emplois. 1200 emplois directs et 2000 emplois indirects. Aujourd'hui, on exporte 90 millions de tonnes. Sans calcination, sans nettoyage de la carrière. On a accueilli en Guinée la première usine d'aluminium au monde, en Afrique, pardon. La première usine d'aluminium en Afrique. C'était efficace, c'était un niveau de prospérité. Aujourd'hui, on exporte la bauxite brute. Il faut transformer sur place une bonne partie pour créer davantage d'emplois, pour créer de la valeur ajoutée. Je salue la décision de la Chambre de demander aux gens de transformer une partie dans des projets. Parce que ça va aider. Si vous voyez qu'il y a 3200 emplois pour 2 millions de tonnes, si la moitié de ces qu'on exporte, 45 millions, ça fait combien? En fait, la règle d'emploi. Beaucoup de gens ne se seraient pas noyés dans la Méditerranée s'ils pouvaient avoir des emplois. C'est parce qu'il n'y avait pas de perspective. Il faut créer des emplois pour la jeunesse. Mais il faut commencer par la formation. Il faut que la formation de base soit solide, la formation professionnelle soit là pour préparer la chaîne à briguer les emplois que les politiques industrielles et autres vont favoriser la création. Parce que souvent, il y a des emplois qui sortent, les Guinéens n'ont pas la capacité. J'ai vu des spécialistes équipés, les entreprises de travaux publics, on leur donne des marchés pour faire la route. Les chefs de chantier, ils sont sénégalais. Parce qu'il n'y a pas de gens formés. C'est des petits métiers intermédiaires, et qui requièrent une formation professionnelle de base que nos partenaires n'ont pas. Je ne peux pas les obliger. Je suis allé arbitrer plusieurs fois. Parce que le village disait, on fait des tests pour les chauffeurs. Ceux qui gagnent ne sont pas des délibacres. Il y a des contentieux comme ça. Alors, ils disent, ils viennent, ils cassent les machines la veille. Je suis obligé de venir, quand le gouverneur, on va sur le chantier. Problème, pour recruter le chauffeur en affaire de test. Il y avait des autochtones qui n'ont pas été admis. Il faut former les gens, les entreprises, pour tenir les délais contractuels, pour gagner, exécuter la tâche dans le respect du cahier de charges. Ils ont besoin de gens formés. Il faut former les gens. Alors sinon, les entreprises, sauf contrainte, risquent de recruter quelqu'un qui n'est même pas guinéen. De toute façon, la charte de la CEDEAO, la CEDEAO en difficulté, je ne reviens pas. Aujourd'hui, le droit d'établissement et de résidence est consacré par tous les citoyens de la CEDEAO. On a un passeport commun au niveau de la CEDEAO. Le droit d'établissement, le droit de résidence pour tous les citoyens. Vous ne pouvez pas réserver les emplois exclusivement pour vous. Vos engagements internationaux, notamment vis-à-vis de la CEDEAO, ne permettent pas. Donc, cette concurrence pour l'accès aux emplois que l'industrialisation du pays va susciter, il faut que la jeunesse soit préparée. Donc il faut les préparer par la formation de base d'abord, parce que parfois certains c'est la formation de base qui est vraiment dérisoire, mais par la formation technique et professionnelle. Je suis en train d'abuser de votre confiance, de votre patience, excusez-moi, mais lorsque vous me donnez l'honneur de vous voir si déterminé, cette confiance que je sens, cet engagement, cette détermination de faire de notre pays un état de droit, une démocratie apaisée, où les Guinéens ne s'apprécient pas parce que chacun a été souhaité, tous les Guinéens deviennent des frères, et que le critère, c'est souvent le mérite. Pas toujours, pas que. On verra à ce qu'il y a les possibilités que ce pays vivent dignement. Mais ce sera dans la transparence qu'on prendra les dispositions pour que les Guinéens mangent à leur faim, qu'ils aient un logement décent, qu'ils aient accès à un enseignement de qualité. Ça, l'État, même libéral social doit prendre les dispositions pour que tous les Guinéens
l'égalité de chance commence à l'école. Toutes les écoles du pays doivent dispenser un enseignement de qualité. Que ce soit à Balaki, que ce soit à Bessou, dans Lona, que ce soit dans Balandouba, dans Mandiana, il faut que même enseignement de qualité, il faut un État qui veille. Parce que le laxisme là aussi, c'est la démission de l'État. Il faut des programmes éveillés. Lorsque j'étais à l'école primaire, l'inspecteur venait le mettre une fois. Il a fait tomber en 5 ans. Parce que lorsque l'inspecteur venait de l'AB, de l'inspecter, c'était la peur du bleu. Vous savez comment ça se passe dans nos villages. L'école, le centre de santé, chacun fait ce qu'il veut. Il faut maîtriser ça. Donner un mandat aux fonctionnaires et vérifier qu'il ait rempli son mandat correctement. Et c'est pourquoi je vous dis, l'administration doit être au service du pays, mais il faut que ceux qui le dirigent puissent le vérifier et le cas échéant le sanctionner. Alors, il y a beaucoup qui sont venus de Bruxelles. Je voudrais les féliciter encore pour nous avoir honoré de ça. Je sais que vous qui aiment le café, je voulais saluer encore son engagement très fort au sein de l'UFDG parce qu'il contribue beaucoup à la défense de l'image du président, au rayonnement du parti. Il est membre du cabinet du président, il est conseiller juridique avec Maître Amadou. Je voulais le saluer. Alors, il y a ceux qui nous ont fait confiance il y a quelques années, qu'on n'a pas pu vraiment tout à fait intégrer parce qu'ils sont aussi à Bruxelles, mais qu'ils sachent qu'on est assez digne de leur confiance. Ils ont choisi de l'UFDG et l'UFDG, la gratitude et la reconnaissance, c'est des valeurs sacrées à l'UFDG. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Et je reviendrai parce que par la semaine prochaine, le mois prochain, parce qu'il y a évité tout, donc il y a autre que j'essaie d'apporter du bien de Merci beaucoup. Alors c'est... Très bien, c'est bon, si vous êtes terminé. Oui, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Parce qu'il y a 2 ou 3 questions, ou 4, je peux pas répondre parce que vous avez beaucoup de questions. Très bien, bon, on va peut-être aller vite, 3 petites questions. Est-ce qu'il y a... On va prendre une question par là, une par là et une par là. Voilà, est-ce qu'il y a une question par là? Très bien, c'est la première personne qui s'est manifestée. On va poser les questions et le président, vous allez répondre à ça. Je vais noter et les répondre tout à l'heure. Excusez-moi. En 2 petites minutes, allez-y. Merci, bonsoir à tous. Je me nomme Boubacar. Ma question est de savoir, Monsieur le Président, de quoi est-ce que vous pensez de première prise de position de notre tout premier et de notre tout nouveau Premier ministre? Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur demande quelle est votre position, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux actions posées par... On va noter, voilà, je rappelle si vous avez bien compris. Alors, une question peut-être par là, une dame cette fois-ci, désolé, ça va être une dame. Désolé, est-ce qu'il y a une dame par ici? On est très bien. Bonsoir, je me nomme Adama Wabari, je réside à Hollande ici. Donc, ma question est de savoir pourquoi ce retard considérable, pourquoi ce retard considérable quant à l'organisation du décret D'accord, donc, monsieur le Président, je vois qu'il l'a noté. Oui, je l'ai noté. Pourquoi ce retard considérable quant à l'organisation du congrès national de l'UFDG? Je m'excuse. Très bien, une très bonne question, monsieur le Président. Alors, on avait dit une par là, une de l'autre côté. S'il vous plaît, on va faire comme ça. S'il vous plaît. Peut-être une question par là. Est-ce qu'il y a une question quelque part par là? Une question par là. Oui, mais je veux voir une question par là. S'il vous plaît. Il y a plusieurs candidats. Excusez-moi, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je voudrais juste... Alors, est-ce que...
L'Allemagne aussi est là. Amara avait des questions pour le président. Amara, est-ce qu'Amara est là? Il avait des questions pour le président aussi. Qui vient de l'Allemagne. Monsieur Amara, très bien, parfait. Sans qu'on laisse ça. Est-ce que maintenant le président pouvait répondre à ces deux questions, s'il vous plaît? Allez, monsieur le président. Très bien, parfait. Alors, est-ce que vous avez une question, monsieur Pala? Le président demande. Alors voilà, moi je me nomme Sow Ahmad Borka. Ma question est de savoir, Monsieur le Président, vu la situation de notre pays aujourd'hui en Guinée, et qu'on sait que sans votre présence en République de Guinée, vu la confiscation du pouvoir par les militaires qui ne veulent pas quitter le pouvoir, les médias sont bâillonnés et vêtemés. On veut savoir quelle est votre disposition pour votre retour, parce que sans votre présence réelle en Guinée, le combat que nous voulons réellement, ça va être un peu difficile, parce que pendant le temps de professeur Alpha Condé, vous étiez là, et le combat qui a été mené, ça a été fructueux. Sans votre présence aujourd'hui, nous savons que le temps est découlé, vous étiez à l'extérieur. Mais si vous essayez de rentrer maintenant, toutes les Guinéens sont fatigués, on peut mener un combat sain et prospère pour que ces militaires dégagent du pouvoir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Vous avez demandé 4 questions. Avec votre autorisation, je vais juste, j'ai un militant très engagé qui m'a envoyé une question ici, des États-Unis. Donc, je vais vous la poser, peut-être que vous en avez parlé, donc il me demande ici que comptez-vous faire face à la volonté assurée du CNRD de reporter au Canada les élections. Donc, je pense que vous en avez parlé, mais il précise très bien, mais aussi par rapport au musulman de la presse. Voilà, donc c'est une question posée par les militants des utilités. Donc il avait demandé 4 questions. Allez-y, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On y est. Je m'appelle Alpha Marbouya Diallo. Je suis un militant engagé de l'IFTG. J'ai une question avec des commentaires. Monsieur Sékou Dalein Diallo, vive Monsieur Sékou Dalein Diallo. On a l'habitude de voir un monsieur Sékou Dalein Diallo qui prêche la paix. Quand est-ce on verra monsieur Sékou Dalein Diallo qui va protéger ses militants, qui va protéger la population? Monsieur Sékou Dalein Diallo, vous avez eu toujours un discours de la paix, mais le plus souvent c'est vos ennemis qui profitent de votre paix. Nous avons des militants de l'IFDG menés, nous avons des militants tués, nous avons des militants emprisonnés. Vous avez prêché 15 ans de la paix, c'est Alpha Condé qui a profité et le FDG. Quand est-ce que le FDG va profiter de votre paix? Monsieur Sékou Dalein Diallo, nous avons l'habitude de voir un monsieur Sékou Dalein Diallo mené. Quand est-ce qu'on va voir un monsieur Sékou Dalein Diallo qui va mener? Monsieur Sékou Dalein Diallo, vous avez eu un discours poignant, un discours très dur envers monsieur Alpha Condé, mais depuis que la ZENT a pris le pouvoir, votre discours est très mou. Aujourd'hui, on pensait que vous allez nous donner la route vers devant Oh, bravo! S'il vous plaît, il y a une première question par rapport aux prises de position de Baouli. Je vais juste vous rappeler, vous savez que avec Baouli, on avait un contentieux. Lorsqu'il a été nommé Premier ministre,
j'ai voulu qu'ils comprennent qu'on n'avait pas les yeux rivés sur ce contentieux. Je l'ai appelé pour le féliciter, il l'a dit. En lui disant, je sais qu'il sait ce qu'il y a lieu de faire. On s'était battu ensemble pour la défense des mêmes valeurs. Je lui ai dit que je compte sur lui pour prendre les mesures qui conviennent pour contribuer au triomphe des valeurs qu'on a défendues ensemble. Au téléphone, on a parlé, lui-même d'ailleurs, il a dit que je l'ai appelé. Et j'ai dit, après au parti, on s'est dit qu'on ne va pas juger Bahouri par rapport à notre contentieux, par rapport à ce qui se passait. On ne peut pas aussi juger un homme public par rapport à son passé, mais par rapport aux actes qu'il pose, par rapport à la cohérence ou à la conformité de ses actes aux attentes de la population. Il est censé connaître. Donc, on a dit, en ce qui nous concerne, on lui a montré qu'on n'était pas arrivé sur le passé. C'est pourquoi je l'ai appelé pour le féliciter et l'ANAT a fait une déclaration pour le féliciter et dire ce qu'on attend de lui. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette attente, mais déjà vraiment les premières prises de position qu'il a faites ne nous rassurent pas. Parce que j'avais dit que la politique ne se définit pas à la primature. J'ai même discuté avec quelqu'un hier, il semblait trop se décharger sur Bahouri. J'ai dit ça, c'est pas lui. Ce qu'on lui reproche, c'est d'appuyer ce qui se décide, ce qui s'est décidé en dehors de lui et qui n'est pas ce qui correspond à nos attentes. Parce que essayer de valider, de justifier le retrait des agréments de la presse ou du report si dédié des élections, le retour à l'ordre constitutionnel, c'est pas ce que nous attendons. Pour l'instant, il ne s'en prend pas à l'UFDG, mais les prises de position politique qu'il prend ne correspondent pas pour l'instant à nos attentes. On estime encore qu'il a le temps de rectifier les tirs, mais approuver et défendre le musulman de la presse n'est pas normalement de nature à obtenir notre soutien. D'autant plus que c'est un garçon qui s'est beaucoup battu pour les droits humains et pour les libertés bien avant que moi-même je ne vienne dans la politique. Alors, retard considérable de l'organisation du congrès. C'est vrai, on a le CENI de 2020. Nous sommes un des rares partis politiques guinéens, ou même aussi en Afrique au sud du Sahara, à organiser les congrès régulièrement. Nous avons voulu le faire pour montrer au monde que si nous sommes au pouvoir, nous allons instaurer la démocratie. En 2019, il y avait Covid. 2020, ce n'était pas possible de rassembler les gens au bon moment. Sans compter qu'on était dans une crise politique grave. Dans la lutte contre le troisième mandat, vous ne savez pas ce que l'UFDG, vous savez ce que l'UFDG a assumé. Dans la lutte contre le troisième mandat, il n'y a pas eu d'élection dans nos fiers. Mais il y a eu beaucoup de gens arrêtés, beaucoup de jeunes ont refusé, certains se refusent. Tous les élus locaux étaient sous contrôle judiciaire. Ils n'osaient plus bouger. Et donc on n'a pas pu faire le congrès à des circonstances exceptionnelles qui ne permettaient pas vraiment de faire un congrès parce que le congrès doit commencer par la fédération. Et après ça, bon, les militaires sont venus au pouvoir, la crise a continué sous d'autres formes, mais néanmoins on a décidé de préparer le congrès maintenant. Alors, celle nous a fait le contrat de ce qui s'est passé avec tout l'amendement qui a été noté. Et je pense qu'en Europe ici, les gens sont à jour, sauf peut-être, je ne sais pas, il y a Paris et la Suisse qui reste. Mais les gens seront provoqués, mais on s'est rendu compte que ça coûte énormément cher. Vous allez, c'est que les congrès, nous ne faisons pas comme les autres. Lorsque nous allons à Mali, il faut que toutes les sections viennent les représenter. Qui paye le fait de transport? C'est le parti.